Professeur Vernaz, bonsoir. Bonsoir. Vraiment content de vous retrouver. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir participer sur le plateau de Théovox Actualité. C'est une première pour vous et on est vraiment honoré de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Oui, c'est un plaisir. Professeur Vernaz, vous demeurez en France et vous vivez sûrement à un autre niveau la réalité de ce que sont en train de subir les paysans et les agriculteurs en Europe. C'est quelque chose qui est assez flagrant, qui est assez évident. Et je vous dirais, on n'en entend peut-être pas beaucoup parler dans les médias traditionnels, mais comment en Europe, les paysans et vous vivez cette guerre écologique autour de l'agriculture? Quel est par exemple le but visé et comment cette situation risque à long terme d'affecter la population? Alors déjà, le constat effectivement est alarmant. La situation des agriculteurs est mauvaise depuis très longtemps, mais loin de s'améliorer, elle se dégrade d'année en année de manière très rapide actuellement. Mhm. La majorité de la population non agricole vit 35 heures par semaine, a des congés payés. Les agriculteurs font 60-70 heures, quasiment pas de congés, et leur salaire n'arrive même pas au salaire minimum du SMIC pour une grande partie d'entre eux. Incroyable. Un tiers d'eux sont sous le seuil de pauvreté et on a 2 agriculteurs qui se suicident en moyenne chaque jour. C'est- Wow! Ça, c'est pour juste la France. Et je pense que le reste de l'Europe est à peu près au même tabac. Mais Donc, c'est un constat dramatique. Et c'est... moi qui aime les agriculteurs, moi qui suis né près des viticulteurs, ça me fend le cœur. Oui, tout à fait, c'est Alors, invraisemblable. ouais, c'est quelque chose qui est douloureux et la grande majorité de la population française a compris leur colère et leur désespoir et les soutiennent largement. C'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement ne les a pas réprimés violemment, comme il l'avait fait il y a quelques années avec les Gilets jaunes, Mhm. parce que pratiquement 90% de la population est derrière eux. Ouais. Mais qu'est-ce qu'a fait le gouvernement pour arrêter cette révolte? Eh bien, il va aligner quelques centaines de millions de subventions, il va retarder certaines normes, certaines lois, mais c'est une emplâtre sur une jambe de bois. Parce Mhm. que dans un an, on sera au même point et on aura juste calmé par quelques sous. En fait, les agriculteurs ne veulent pas qu'on leur fasse la charité. Ce qu'ils veulent, c'est vivre décemment de leur travail. Ils se plaignent même pas de travailler 60 heures par semaine. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir gagner leur vie avec leurs produits. Ils veulent plus vivre avec un coup de subventions qui les contrôlent et qui les manipulent et qui les menacent de les arrêter dès qu'il y a une norme qui n'est pas Mhm. suivie. Ils veulent, ils en peuvent plus d'une Europe où il y a, je crois, 400 000 normes à appliquer. J'ai lu ce chiffre récemment, je n'ai pas pu encore le vérifier, mais ça ne m'étonne pas, Ouais. parce que depuis chaque semaine, il en sort de nouvelles. Ah, c'est Et incroyable. ça les rend impuissants vis-à-vis de la concurrence, ça les épuise et ça les ruine. Ouais. Professeur Varnas, dites-moi, selon vous, pourquoi s'attaque-t-on à l'agriculture lorsque l'agriculture constitue en fait le garde-manger d'un pays? Est-ce que c'est dans le but d'asservir la population d'une quelconque façon que ce soit? Alors, je pense qu'on n'attaque pas l'agriculture. En fait, c'est plus profond encore que ça. L'écologisme politique, c'est une philosophie qui, sous couvert de protection de l'environnement, est basée sur la haine de l'homme. En fait, il y a une dimension spirituelle évidente pour le chrétien que je suis. En fait, le diable, il a une haine contre Dieu, mais il ne peut rien faire contre Dieu. Mhm. Mais cette haine, il peut la tourner vers l'homme, qui est la prunelle des yeux de Dieu. Et en fait, cette écologie punitive, cette écologie politique, elle est une philosophie qui considère que l'homme est le prédateur de la planète. Et que, en gros, l'homme, il faut le faire, si ce n'est disparaître, au moins décroître euh, très très largement dans sa population. Il faut le restreindre de 1000 façons. C'est tout juste s'il a le droit à respirer, il faut lui contraindre ses voyages, il faut lui contraindre toutes ses consommations d'énergie, d'eau, etc. Et pour le contraindre, il faut une énergie toujours plus chère, moins disponible. Et donc, c'est un lot global et l'agriculture en fait les frais, mais pas que. Ça a commencé par le secteur de l'énergie, le bâtiment en fait les frais de la même manière. En fait, c'est une philosophie de haine de l'homme qui dit qu'il faut qu'il y ait une décroissance, que la prospérité c'est mal, que la croissance c'est mal, et qui va à l'opposé du mandat de Dieu qui est croisser et prospérer. C'est pas un peu paradoxal, professeur Varnas? On parle de l'haine, d'une haine de l'homme envers l'homme. Cette haine-là, elle est manifestée par des hommes, les mondialistes, pour ne pas les nommer, envers d'autres hommes. C'est pas un peu un paradoxe de dire qu'il y a une haine des hommes qui est diabolique, certes, mais qui provient des hommes envers des hommes?
Et c'est pas nouveau, vous savez. Le seul qui a réussi à renverser cette haine des hommes pour les hommes, c'est Jésus. C'est en lui que la haine peut tomber. Mais cette haine, elle a traversé l'histoire et elle dresse les peuples les uns contre les autres. Alors parfois c'est des pays l'un contre l'autre, mais là c'est juste toute une philosophie qui se dresse pour asservir toute une partie de la population. Mhm. Et c'est quelque chose qui est très global et effectivement qui n'est plus limité à une frontière, mais qui essaye d'imposer cette philosophie dans le monde entier. C'est une philosophie qui est en opposition vraiment à tout ce que Dieu veut, mais qui est déclinée au nom d'une urgence climatique illusoire, qui est en plus basée sur des mensonges. Oui, Nous sommes quelques tout à fait. 1800 scientifiques dans un mouvement qui s'appelle Clintel, vous pouvez chercher sur Internet, et qui dénonçons, non, il n'y a pas d'urgence climatique. Mhm. Oui, le climat se réchauffe. Ça fait 150 ans, on a gagné entre 1 et 1,5 degrés en 150 ans. Et ça n'a strictement rien à voir avec le CO2, parce que la manière dont on s'est réchauffé était la même entre 1850 et 1950 qu'elle est maintenant, où le CO2 est rejeté de manière bien plus massive que dans les années 1850. Donc ça n'a pas de lien, mais on veut nous faire peur avec ça. En fait, le réchauffement climatique est même une bénédiction. C'est Oui. une bénédiction parce que de tout temps, quand on lit les livres d'histoire, il y a eu des temps de refroidissement et des temps de réchauffement. Eh bien, quand il faisait froid, il y avait des gelées tardives, il y avait des famines, il y avait des problèmes, les gens n'avaient pas les moyens de se payer le chauffage, et donc il y avait énormément de morts. Et quand on allait vers du réchauffement, on appelait ça l'optimum romain, l'optimum médiéval. Tous les livres d'histoire disaient c'est l'optimum, ça va enfin mieux, ça va. Et puis le GIEC est arrivé, le groupement des soi-disant experts qui ne sont pas experts mais qui sont des politiques mandatés par leur pays comme élément politique, et ils ont appelé ça le hiatus, comme si tout d'un coup ce qui était un optimal devenait un problème. Hmm. Mais si on cultive de la vigne en Angleterre, c'est pas un problème. C'était comme ça au Moyen Âge. Oui, tout à Et fait. on a l'air de faire croire que si ces choses arrivaient de nouveau, ça serait l'écroulement de la Terre. C'est un énorme mensonge. Et Vous avez raison, professeur Vernas, puis d'autant plus, on essaie de plus en plus de mettre des liens entre l'agriculture et les changements climatiques. Et pour ce faire, j'aimerais juste qu'on puisse regarder ensemble une petite vidéo de John Kerry, et puis nous pourrons commenter par la suite ensemble cette vidéo qui tente de faire un lien et de brimer justement les agriculteurs. On regarde ça à l'instant. Agriculture contributes about 33% of all the emissions of the world, depending a little bit on how you count it, but it's anywhere from 26 to 33. And we can't get to net zero. We don't get this job done unless agriculture is front and center as part of the solution. But with a growing population on the planet, we just crossed the threshold of 8 billion fellow citizens around the world. We just crossed that in this last year. Emissions from the food system alone are projected to cause another 0.5 degree of warming by mid-century on the current course that we are today. A 2-degree future could result in an additional 600 million people not getting enough to eat. And you just can't continue to both warm the planet while also expecting to feed it. Doesn't work. So we have to reduce emissions from the food system to keep the 1.5 degrees alive. Why do we have to keep 1.5 degrees alive? Because scientists, as a basis of physics and mathematics, not ideology and politics or party labels or anything else, as a matter of physics and mathematics and some biology and chemistry have told us these are the consequences. And we already see it happening. And almost everything they've predicted for 30 plus years now is coming true, but the problem is it's coming true faster and bigger than was in fact predicted. Professeur Vernas, selon une étude récente du World Economic Forum, des chercheurs auraient découvert que les aliments cultivés sur place détruisent la planète. En conséquence, le WEF ou le World Economic Forum et d'autres fanatiques mondialistes du climat exigent désormais que les gouvernements interviennent et interdisent aux individus de cultiver leur propre nourriture afin de sauver la planète du réchauffement climatique. Vous en pensez quoi quand vous écoutez John Kerry, puis avec ce que je viens de vous dire comme énoncé? Je vois 3 mensonges énormes, au moins. Le premier,
c'est l'instrumentalisation de la science. Il dit, c'est pas moi, c'est pas de l'idéologie, c'est la science qui a démontré. C'est juste l'inverse. C'est juste de l'idéologie et on a fait taire tous les scientifiques qui disent le contraire. Et en fait, on a choisi des scientifiques qui sont le bon narratif et qui ont basé, non pas sur des faits, mais sur des modèles qui s'avèrent tous plus faux les uns que les autres. Donc, c'est une instrumentalisation de la science qui est complètement éhonteuse à des fins politiques, cette politique mondialiste de décroissance qui veut réduire la planète, qui est à 8 milliards aujourd'hui, à moins d'1 milliard, donc est une politique génocidaire. Moi, j'appelle ça tout simplement génocidaire. En fait, le deuxième mensonge, c'est que le réchauffement climatique va détruire la planète et est lié au CO2. Et le troisième mensonge, c'est que l'agriculture y est pour beaucoup. Au contraire, l'agriculture, c'est elle qui entretient la planète. Vous pouvez faire l'expérience. Abandonnez une ferme et revenez dans 20 ans, vous avez des ronces partout, vous n'avez que des mauvaises choses. Et c'est parce qu'il y a des agriculteurs qu'elle est entretenue, la terre. C'est juste l'inverse. Un énorme mensonge, par exemple. Alors, la cause de ce problème d'agriculteurs en Europe, c'est le pacte vert. Le pacte vert qui a été concocté plus ou moins par Greenpeace et que les politiques européens nous imposent, je vous ai dit, après 400 000 normes, mais avec des objectifs dramatiques. Et si ces objectifs ne sont pas changés, tous les emplâtres qu'on va mettre à coup de subvention ne serviront à rien. Un des objectifs, c'est de supprimer tout rejet de CO2 à l'horizon 2050. Donc, ça veut dire supprimer tous les moteurs thermiques à l'horizon 2035. Ça veut dire quoi? Nos agriculteurs doivent tirer avec des bœufs, avec un cheval, ou alors est-ce qu'ils vont tirer sur les épaules, la charrue? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, cette folie-là, elle nous dit que le cheptel des bœufs et des bovins doit diminuer de 40%, je ne sais plus à quelle échéance, mais rapidement. Parce que, soi-disant, le P des vaches et le rot des vaches fait du méthane qui est 80 fois plus toxique que le CO2 comme émission de gaz à effet de serre. C'est un énorme mensonge. Parce que quand bien même il serait 80 fois efficace, il se détruit en 10 ans. Et comme le nombre de vaches qu'on a aujourd'hui est plus faible que celui qui a 10 ans, cette quantité ne peut avoir que diminuer. Elle ne peut pas augmenter. Donc, c'est juste encore un autre mensonge. Et sur ces mensonges, on désespère nos agriculteurs parce qu'on a beau leur donner des subventions, si on leur demande de tuer la moitié de leur troupeau, alors que déjà avec leur troupeau, ils n'arrivent pas à vivre, on les tue à petit feu. Absolument. Et en plus, qu'est-ce qu'on nous propose? C'est de remplacer, de manger ça par des insectes et des choses qui sont contre nature, parce que notre corps, il est magnifiquement fait. Il est fait que les protéines animales du bœuf sont juste la bonne proportion des différentes protéines pour être assimilées par le corps humain. Ouais. Par contre, les protéines des insectes ne le sont pas et ont plein de propriétés qui vont être toxiques pour la santé humaine. Donc, on veut casser ce que Dieu a fait pour le remplacer par des choses contre nature. Absolument. Professeur Vernas, qu'est-ce qui pousse le ou les gouvernements à agir de la sorte et en quelque sorte à en venir à tuer une agriculture locale au profit, par exemple, d'une agriculture qui est un peu plus industrielle ou industrialisée? Alors, je pense que le problème est plus global. Il ne vise pas que l'agriculture, il vise la prospérité, l'économie des pays. En fait, il y a deux mouvements qui n'ont pas grand-chose à voir, mais qui tirent dans la même direction. Il y a un mouvement qui est beaucoup plus, j'allais dire, financier, mondialiste, le World Economic Forum, qui a une philosophie, j'allais dire, totalitaire, où la population doit réduire pour finalement un grand nombre de multinationales contrôlent le monde. Et ça, c'est une hégémonie politique. Et ils se marient pour atteindre leur cause à une philosophie, j'allais dire, écologiste radicale, qui considère que l'homme est le prédateur et qu'il faut le restreindre par tous les moyens. Si l'homme ne vit que 35 ans, comme au Moyen-Âge, tant pis, puisque le but, c'est de le restreindre de tous les moyens. Il ne faut plus qu'il ait d'enfants. En fait, il y a deux choses qui développent l'homme. Le premier, c'est la famille. Donc, on veut casser la famille, tout sauf une famille, un homme, une femme, des enfants, et il faut interdire les enfants. Aujourd'hui, il y a plein de mouvements qui disent qu'il ne faut plus avoir d'enfants, pour sauver la planète, n'ayez pas d'enfants, qui s'opposent directement au mandat de Dieu d'avoir des enfants. Oui. Et chaque enfant, chaque vie est une bénédiction dans le ciel. Et le mensonge que la population va poser un problème de surnombre est complètement faux. Cette théorie, elle part de Malthus, ça fait 200 ans,
Et depuis 200 ans, on a vérifié que c'est juste le contraire qui arrive. Malthus avait annoncé, il était à l'époque, il y a 200 ans, 1 milliard sur la Terre. Il a annoncé quand on serait à 2 milliards 100 ans plus tard, ce qui est effectivement arrivé, les 3 quarts de la population mourraient de faim. Ça a été juste l'inverse. 100 ans plus tard, la faim dans le monde avait énormément régressé. 100 ans plus tard, on arrive en l'an 2000, on est 6 milliards. Et là, la richesse par habitant est multipliée par 10. Ça veut dire que plus il y a d'hommes, plus il y a de ressources, parce que la vraie ressource, c'est l'homme. Ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le charbon. La vraie ressource, c'est l'homme. C'est rien d'autre que ce que la Bible dit. Ce qui est précieux, c'est l'homme. Et Dieu a promis, je pourvoirai à tous vos besoins selon ma richesse. Et on le voit. Donc la théorie de Malthus sur laquelle s'appuie Kerry, elle est complètement fausse. Ça fait 200 ans qu'on sait qu'elle est fausse. Mais il continue de se servir pour des fins politiques. Ouais. Professeur Vernas, dites-moi, est-ce que l'écologisme serait rendu une nouvelle religion? C'est une sorte de religion, tout à fait. Elle a ses prêtres, elle a ses saints avec Greta, elle a tout d'une religion anti-Dieu. Une religion qui s'oppose à Dieu sur toutes les facettes possibles et imaginables. Donc pour moi, effectivement, je la qualifierais de religion. Professeur Vernas, ma dernière question que j'aurais pour vous, ou probablement mon avant-dernière question, existe-t-il un lien entre les changements climatiques, l'asservissement des terres agricoles par l'État, les villes 15 minutes dans lesquelles on veut nous pousser de plus en plus pour nous cloîtrer dans des schismes bien restreints, les fausses pandémies, le désir des mondialistes d'emmener l'être humain, par exemple, à ne plus sortir de chez eux et éventuellement se limiter, je lisais ça dernièrement, se limiter à seulement 4 vols d'avion, soit 2 allers-retours au cours de sa vie, et la Bible. Eh bien, je dirais que les deux vont vraiment à l'opposé, puisque l'un dit « l'homme, c'est ce que j'ai de plus précieux et je veux qu'il prospère à tout égard, esprit, âme et corps. » Et l'autre dit « l'homme, c'est la pire des choses, il faut le restreindre de toutes les façons. Peut-être il faut même lui reprocher de respirer parce qu'il fait du CO2 quand il respire. Donc il faut le restreindre et s'il meurt, il y a des épidémies, etc., eh bien, on se rapproche, c'est ce que disait Malthus, de réduire la population, c'est une bénédiction. Ce qui est la mort, appelée le mal bien, la vie est une bénédiction, la mort est un problème, et là on inverse complètement les valeurs. Donc c'est une religion qui a pris le contre-pied de la vraie foi chrétienne. Est-ce que, professeur Vernas, la survie de l'humanité est en jeu? Si oui, quelle est la solution? En terminant. Alors, honnêtement, je ne pense pas que la survie de l'humanité est en jeu, parce que je crois en Dieu, je crois dans le psaume numéro 2, qui dit « Les hommes complotent contre moi, mais Dieu rit. » Dieu est social. Et je crois que c'est lui qui aura le dernier mot. Par contre, Dieu nous laisse faire. Il ne nous a jamais contraints. Tu veux pécher, vas-y. Mais l'homme va arriver à une telle catastrophe, un tel chaos, du fait de ses choix aberrants, que dans cette situation de chaos, certains vont taper le fond et dire « je me tournerai vers mon Père, je reviendrai vers les vraies valeurs ». Et je m'attends, moi, à ce que de ce chaos, Dieu fasse sortir quelque chose pour en sauver un grand nombre. Donc, je pense que Dieu est en contrôle et qu'il ne permettra pas l'extinction de l'humanité. Il laisse les choix mauvais porter leurs mauvais fruits, mais au milieu de ça, il y a une espérance pour ceux qui vont marcher à contre-courant. Et je pense que la responsabilité des chrétiens, c'est pas d'aller dans la rue faire des manifs anti-écologisme, mais c'est simplement d'annoncer la vérité, de dire la vérité et d'encourager les gens qui veulent marcher dans la vérité à la chercher, à la découvrir. Professeur Vernas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis convaincu que les auditeurs ont découvert en vous quelqu'un, un homme de posture, un homme de conviction, mais aussi un homme de foi extraordinaire. Vous nous avez appris certainement des choses aujourd'hui et la solution, vous l'avez dit vous-même, la solution pour le salut de l'humanité à travers ces répressions que nous vivons sur une base quasi quotidienne aujourd'hui, ce que vivent les agriculteurs, demeure en Jésus-Christ. Professeur Vernas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et je vous souhaite de passer une belle fin de soirée. Au plaisir de se retrouver prochainement. Merci, que Dieu vous bénisse, vous les Québécois. À très bientôt. Vous voyez, on vient de découvrir un nouveau chroniqueur au sein de l'équipe de Théovox. On est vraiment content de pouvoir le compter parmi notre équipe de chroniqueurs maintenant.
Et c'était profond ce qu'il a dit. Je vous suggère et je vous conseille de peut-être même réécouter cette chronique lorsqu'elle sera en différé pour pouvoir la méditer et pouvoir peut-être prendre des notes, être capable de développer un argumentaire pour défendre justement ce mensonge qui est en train de prendre de plus en plus de place aujourd'hui dans notre société à travers tous ces changements climatiques, à travers l'écologisme, à travers la pression qu'on fait subir à chacun de nos agriculteurs. Je pense que ça vaut la peine d'être réécouté.